Donc, la société SDEC, c'est la solution de fixation photovoltaïque la plus installée dans le monde. Voilà. Je vais vous présenter donc le profil de la compagnie, le produit FlatFix Fusion et, si on a le temps, quelques références ainsi que les modules de formation que nous proposons, que nous pouvons proposer. Profil de la compagnie, histoire que vous sachiez un peu à qui vous avez affaire. Déjà, moi, je vais me présenter. Je m'appelle donc Nicolas Isnard, je suis le Sales Manager de SDEC. Je suis peut-être allé un peu trop loin là. Ouais. Je suis le Sales Manager de SDEC. Je travaille dans le photovoltaïque depuis 2005, fin 2005 exactement, où j'étais indépendant à mon compte, développement de projets photovoltaïques. J'ai travaillé lorsqu'il y a eu le moratoire photovoltaïque en Afrique du Nord pour développer le marché du photovoltaïque et notamment le pompage solaire. Suite à ça, j'ai intégré une entreprise confrère et concurrente à SDEC qui fabrique également des crochets de fixation. Depuis 2 ans maintenant, j'ai repris la carte de SDEC sur le marché français et je viens apporter donc ces nouvelles solutions qui viennent vous faciliter, vous en tant qu'installateur ou en tant que développeur, la tâche au niveau de l'installation. J'avance sur l'entreprise. Donc pareil, si vous avez des questions sur moi, n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas. Donc l'entreprise existe depuis 2004, elle est basée aux Pays-Bas, le siège est à Deventer aux Pays-Bas. Avant 2004, c'était 2 frangins qui étaient deux installateurs photovoltaïques sur les Pays-Bas qui travaillaient avec un fabricant et qui un beau jour se sont dit mince, on pourrait quand même simplifier les solutions parce que ce qui existe c'est intéressant mais il peut quand même y avoir plus simple. Donc ils ont commencé à designer leur propre crochet et c'est là où l'histoire SDEC a commencé de naître, puisqu'en 2003, ils installaient leurs propres crochets et ils les commercialisaient également à leurs propres confrères et concurrents. Donc en 2004, ils ont tout arrêté au niveau de l'installation, ils se sont mis à la fabrication et à la distribution sur le Benelux. Ça représente aujourd'hui plus de 6 millions de systèmes installés, ce qui équivaut à 7 gigawatts installés. Ça, c'était en début d'année. Je pense que depuis, ça a pas mal évolué. Et nous sommes actifs dans plus de 20 pays. Un peu d'histoire, je passe rapidement. Donc, la création en 2004, nous avons fait tout ce qui était certification, les TÜV Redland. 2008, l'introduction de la première solution lestée en toiture qui était le FlatFix Light System. Et en 2014, la naissance du FlatFix Fusion, le produit donc, que je vais vous présenter maintenant. Ouverture en 2016 sur le marché de l'international. À partir de 2016, on était à 1,5 gigawatts installés. Donc précédemment, je vous ai dit qu'aujourd'hui, on était à 7 gigawatts. Vous voyez qu'il y a eu une croissance assez importante depuis 2016 dans l'univers du photovoltaïque. L'introduction du ClickFit Evo, ça c'est pour la gamme résidentielle et bac acier à partir de 2017. Et en 2018, on a fait une expansion aux États-Unis avec l'acquisition notamment de EcoFasten aux États-Unis et d'autres sociétés dont je parlerai après. 2018, donc j'ai ouvert le SDEC sur le marché français. Je me suis occupé des certifications avec en premier lieu donc l'ETN du ClickFit Evo pour la gamme résidentielle. Et l'ETN du FlatFix Fusion qu'on a eu il y a quelques semaines maintenant. Au niveau des acquisitions, donc comme je vous disais, EcoFasten en 2018. En 2019, on a racheté Iron Ridge et Quickmount PV aux États-Unis aussi. Et là, il y a quelques semaines, on vient de racheter PanelCloud, qui est aux États-Unis le leader américain des solutions lestées en toiture plate. Je vais faire une petite parenthèse sur les US, même si ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus, ça a un intérêt non négligeable pour vous. L'acquisition de toutes ces sociétés, c'est surtout de permettre de créer des synergies sur les connaissances de chaque entreprise, sur les points forts de chaque entreprise, afin de créer une seule entité, une connaissance et un savoir-faire pour pouvoir créer des produits, optimiser et améliorer les produits pour qu'il vous soit toujours plus simple de les mettre en œuvre et plus pérenne dans le temps. Je continue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Le système le plus fiable grâce à la connaissance. Donc là, je vais passer rapidement. Un élément très important, ce sont les investissements. Nous sommes aujourd'hui à plus de 3,5 millions d'euros d'investissement par an dans les tests et le développement des produits. C'est un montant qui est certes très important pour une société de mounting system telle que la nôtre, mais qui est primordial pour que les solutions qui soient mises en œuvre sur les toitures qu'on soit certaine voilà, de la tenue du système sur les bâtiments et sur les toitures. Autre élément important, accompagnement de projet. Nous avons 5 ingénieurs professionnels basés sur les Pays-Bas qui se déplacent partout en Europe pour les démarrages de chantier, pour apporter des formations, pour les premières mises en service ou des choses de cet ordre-là. Avec ABI, on a l'habitude de travailler comme ceci. On a eu notamment c'était l'année dernière, il me semble, en Suisse, sur un démarrage d'un gros site de 800 et quelques kilos, où on a justement un de mes collègues des Pays-Bas qui est descendu pour expliquer aux installateurs comment on met en œuvre le flat fix fusion. Ensuite, je vais vous présenter donc maintenant le flat fix fusion. Alors pour vous le présenter, je rien de mieux qu'une petite vidéo. C'est peut-être le plus simple. Est-ce que je vais le retrouver? Tac. Voilà, donc c'est bon, vous voyez la vidéo. Si vous ne la voyez pas, vous me dites. Je n'ai pas de réponse négative. C'est que tout le monde doit la voir. Donc, premier élément, on a ici l'élément de base eau. On est sur un polymère, c'est du scolfin, c'est un matériau qui a été développé par l'industrie automobile pour ses performances mécaniques et sa durabilité, sa tenue dans le temps, tenue aux UV et tenue en longévité. Cette pièce donc en polymère, on vient y intégrer en dessous, y clipser une platine qui va être légèrement mobile. Je vous montre, voilà, elle va osciller de droite et de gauche et translater latéralement. L'intérêt de cette pièce-là, c'est ce qui va faire tout l'intérêt du système en lui-même, parce que lorsqu'on est fabricant aujourd'hui de solutions lestées en toiture, la plus grosse contrainte à gérer, c'est la dilatation. On va se retrouver avec des rails mis bout à bout, des modules qui vont être accolés les uns à côté des autres et qui vont dilater dans un sens et dans un autre. Toutes ces contraintes vont être transmises à la membrane, à l'étanchéité qu'il y a en dessous. Donc, ça se traduit par l'obligation de devoir mettre des séparations thermiques au-delà d'une certaine distance. En moyenne, on parle d'une dizaine de mètres. Une dizaine de mètres, lorsqu'on est lesté, incliné sur une toiture plate, ça représente une petite quantité de modules. Le fait que nous ayons ces pièces-là va autoriser la dilatation, premièrement, à droite et à gauche au niveau des modules. Donc, ce n'est pas le générateur qui va glisser sur la membrane, mais le générateur qui va glisser sur les platines qui, elles, resteront en place sur la membrane. Donc, pas d'altération au niveau des membranes. Et au niveau de la dilatation du nord vers le sud, les rails vont dilater à l'intérieur de ces pièces en polymère. Je vous montre. Ici, vous avez la possibilité donc de rajouter un tapis lorsqu'on est sur des membranes TPO pour venir augmenter le coefficient de friction, l'adhérence, et de ce fait mettre moins de lestage. Là, vous avez la possibilité donc d'assurer la liaison équipotentielle entre les rails. Et ici, vous venez avec votre rail de 940 mm et vous le cliquez simplement à l'intérieur. Là, vous avez l'élément de base bas qui va recevoir le bas de votre module, que l'on insère également dans le rail, que l'on vient clipser directement à l'intérieur. Même matériau, même platine en dessous. Souvent, on me pose la question des petites perforations qu'il y a à l'intérieur de ces platines, à savoir si on peut venir fixer cette platine directement sur la membrane. Non, la réponse est non. Ces perforations servent uniquement à l'évacuation des eaux stagnantes en dessous pour éviter que l'eau ne vienne pourrir et altérer la membrane d'étanchéité en dessous. Je continue.
une fois qu'on a clipsé ça, donc là, on a rajouté une option avec les panneaux qui tendent à s'agrandir. On a une platine qui vient ici et qui permet d'aller jusqu'à 1053 au niveau de la largeur des panneaux. Je vais faire à nouveau une pause. Donc, d'ici à ici, on peut aller à une largeur de 1053 mm, c'est-à-dire qu'on couvre 95% des besoins des modules qui sont proposés sur le marché. Là, on va étudier donc maintenant le conteneur ballast. Parce qu'une fois qu'on a fait cette installation, vous voyez, on a mis tous les rails bout à bout, côte à côte. Il va y avoir besoin donc de lester le générateur. Donc, on a des conteneurs qui prennent la totalité de la largeur du module, voilà, qu'on vient insérer à cet endroit-là. Ce conteneur ballast, si on estime qu'en périphérie, on n'a pas d'accroter et autres, on a le logiciel qui peut déterminer, qui peut imposer justement à ce que ce conteneur ballast soit installé ici, plus au bout du générateur, pour éviter au générateur de se soulever. Voilà. Et qu'on vient à ce moment-là fixer à cet endroit. À l'intérieur, donc on met tous nos conteneurs. À l'intérieur de ces conteneurs ballast, on va les charger soit avec des briques, soit avec des graviers. On a le logiciel en ligne, un calculateur en ligne, pour lequel on propose des formations avec l'aide de KDI, où KDI a été formé pour vous faire ces calculs également. On va déterminer exactement la quantité de lestage qu'il faut mettre à tel endroit, spécifiquement sur votre générateur en toiture. Autre caractéristique et intérêt de cette solution, si vous souhaitez, il va y avoir de plus en plus d'installations qui vont être effectuées avec des optimiseurs ou des micro-onduleurs. On a développé ici une petite pince qui vient se clipser directement sur notre rail, qui est également en scolfin, donc le matériau polymère que nous utilisons, et sur lequel on va pouvoir venir clipser directement notre optimiseur ou notre micro-onduleur. La pose du module. Donc, on connecte les câbles. Ici, vous voyez qu'on a une gestion des câbles afin de limiter l'emploi d'accessoires type Colson ou Island. On peut venir directement les positionner à l'intérieur de ces encoches. Le gros intérêt, premièrement, ils ne sont pas par terre, donc il n'y a pas d'altération de câbles dans le temps. Et deuxièmement, en cas de maintenance, pour avoir besoin de changer un module parce qu'il a été défectueux ou un micro-onduleur parce qu'il est arrivé en fin de vie, vous avez la possibilité directement de retirer votre module sans avoir besoin de découper les Rislan, les Colson, etc. Donc, on pense également à la maintenance et au gain de temps, dont on a besoin à ce moment-là. Pour la mise à la terre, donc on propose de mettre le premier module à la terre et je vais vous montrer ensuite comment est-ce qu'on assure la liaison équipotentielle. On fixe le module tout simplement avec un étrier adapté à la hauteur de votre module et une vis qui s'intègre à l'intérieur. Là, c'est ce qu'on voit. On a, donc, notre étrier intermédiaire est équipé en dessous d'une pince métallique qui va permettre d'assurer la liaison équipotentielle du premier module au deuxième module. Comme ceci, on serre et la liaison équipotentielle est assurée à côté. Et vous déclinez cette installation sur tout le reste de votre générateur. L'intérêt de ce produit, si vous souhaitez faire une installation en orientation est-ouest, vous avez exactement les mêmes références. Vous n'avez pas besoin de commander une autre référence pour pouvoir faire votre orientation en sud ou en est-ouest. On met ici une barre de renfort et en fait cet élément de base haut permet également de vous faire une orientation en est-ouest comme ceci. Donc, l'intérêt également, c'est lorsque vous faites votre design sur votre calculateur, c'est qu'on peut très bien imaginer un générateur en double orientation est-ouest et avec le peu de place qu'il y a ici, de pouvoir venir y rajouter un élément en orientation simple. Les windbreakers arrière, donc qui permettent d'optimiser,
de canaliser la ventilation, donc un meilleur refroidissement, et qui permettent de limiter également la quantité de lestage dont le générateur va avoir besoin. Au niveau des matériaux employés, comme je vous ai dit, la pièce en polymère, c'est du scolfin, le rail, c'est de l'aluminium, et la plaque de protection arrière, comme la plaque de protection latérale, comme le porte-ballast, c'est de l'acier Magnélis. L'acier Magnélis, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un procédé qui a été développé par ArcelorMittal et qui permet justement de pouvoir avoir une garantie contre la corrosion. C'est-à-dire que vous pouvez faire cette installation en front de mer, là où il y a une forte salinité, il n'y aura pas d'oxydation du matériel de votre générateur, ni de l'aluminium, ni de l'acier Magnélis. La reprise de la mise à la terre avec une petite cornière et deux vis autoforeuses. La gestion des câbles, toujours pareil. Et on continue. Pour la protection du vent sur les côtés, on met également des protections latérales, des parevents latéraux qui permettent vraiment d'apporter premièrement une finition esthétique et surtout une finition aérodynamique qui va permettre à votre générateur de vraiment rester en place dans toute la durée de vie de l'installation. Voilà pour la présentation du FlatFix Fusion. Donc, je vais revenir sur la vidéo précédente. Est-ce que vous avez des questions sur la présentation de cette vidéo? Ou pas? Bon, j'ai l'impression que tout a l'air parfaitement clair, c'est très bien. Donc, je vais continuer, faire un petit récapitulatif du matériel dont on a besoin pour faire cette installation. Donc, l'élément de base bas, l'élément de base haut, ici. La platine support de toit qui permet de pouvoir s'auto-ajuster à l'élément de base haut et à l'élément de base bas. Vous avez les profilés de base qui sont fournis en différentes longueurs. 940 mm pour se positionner entre l'élément de base bas et l'élément de base haut sur lequel va reposer votre module. Et derrière, différentes longueurs pour pouvoir orienter, gérer la distance entre les lignes en fonction du lieu d'installation. Une installation de l'équateur n'aura pas besoin d'être autant espacée qu'une installation qui aura lieu en Suède, par exemple. Les déflecteurs devant pour la protection. Vous avez le windbreaker arrière, le conteneur ballast, les étriers intermédiaires et étriers finaux, support des optimiseurs qui fait également passe-câble, l'extension de base bas pour pouvoir mettre des panneaux supérieurs à 1016 mm et jusqu'à 1053 mm. L'avantage des conteneurs ballast, c'est que vous avez la possibilité de mettre une grande quantité de lestage à l'intérieur sans avoir besoin d'apporter un petit bout de lestage, quelques briques sur quelques rails ou sous quelques modules. Là, vous équipez directement la totalité de la largeur du module en gravier ou en briques. L'étrier de mise à la terre au niveau de l'étrier pour permettre la liaison équipotentielle entre les modules, ce qui vous permet de gagner du temps lors de l'installation et éviter de tirer des tresses entre chaque module. Et lorsqu'il y a besoin d'assurer la maintenance, pareil, de ne pas avoir besoin de retirer cette terre pour pouvoir changer votre module. Support de toit supplémentaire si on a besoin de répartir la charge ponctuelle parce qu'on est sur des bâtiments qui nécessitent une charge ponctuelle très faible. À ce moment-là, on vient rajouter ce support de toit. Donc voilà. L'angle d'inclinaison du système, je ne sais pas si je l'ai dit précédemment, il est de 13 degrés en orientation plein sud ou en orientation est-ouest. Un jour, je suis arrivé un peu tard, j'ai une question, excusez-moi. 16 carrés se fait sur quel support?
Le début de la mise à la terre en 16 carrés se fait sur quel support? Romain, désolé, je ne saisis pas le sens de votre question. Pour les triers de mise à la terre, il s'agit là uniquement d'une liaison mécanique et non électrique, comme la tresse. Cela est-il recevable vis-à-vis des normes? Alors, vis-à-vis des normes, aujourd'hui, alors ça, c'est moins ma spécialité, la mise à la terre, mais c'est une très bonne question. Aujourd'hui, au niveau de la mise à la terre, nous, ce qu'on nous demande, c'est qu'à partir du moment où il y a un matériel qui fournit l'électricité, il doit être raccordé électriquement à la terre. Donc, on a simplement mis des étriers et la norme nous demande de pouvoir attester que nous avons effectué les tests et que les liaisons équipotentielles sont assurées. Donc, on a fait ni plus ni moins que des tests en laboratoire chez nous pour valider que nos étriers assurent la liaison équipotentielle. Donc, on a ces attestations et KDI les ont également, donc elles peuvent vous être transmises, bien évidemment. Voilà pour la mise à la terre. Hop. D'autres questions? Donc pour le 16 carré, je ne sais pas si je vous ai bien répondu. J'espère que c'est bon, Romain. En fait, il suffit de monter la terre à un endroit au premier module et du premier module, la liaison est assurée sur toute la ligne. Il suffit qu'on tire ensuite des liaisons sur toutes les lignes sur toutes les colonnes, pardon, pour que toutes les lignes à nouveau soient mises à la terre. Après, on distingue deux choses, mais ça, on pourra prendre le temps d'en rediscuter. Il y a la mise à la terre électrique des modules qui produisent de l'électricité et il y a la protection contre la foudre. Nous, les rails ne sont pas en contact avec les modules. Donc, les rails n'auraient pas besoin d'être, eux, raccordés à la terre, sauf s'il y a besoin de les raccorder, de les protéger contre la foudre. S'il y a un paratonnerre, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on va insérer les ressorts de mise à la terre pour mettre les rails directement raccordés au paratonnerre. Est-ce que vous avez d'autres questions? Un élément important, c'est le temps de mise en œuvre. On est à 6 modules par heure et par personne. C'est aujourd'hui ce qui se fait de plus rapide en termes de mise en œuvre. Surtout, aucun risque, très peu de risque de se tromper, puisqu'on a très peu de références. Donc, ces références, elles s'emboîtent, il n'y a qu'un sens pour pouvoir les positionner. Et on peut ainsi dérouler notre installation très rapidement. Système de montage, donc léger, minimum de ballast. Le ballast va, plutôt que de mettre du lestage sous tous les modules sur votre générateur, lorsqu'on a un générateur de plusieurs centaines de kilos, voire de plusieurs mégas, c'est jamais évident d'aller mettre entre 10 et 15 et 20 kilos sous chaque module. Là, avec cette solution-là, dans la mesure où on gère les dilatations de manière optimale, on va avoir des blocs de modules qui vont être beaucoup plus importants. De fait, un besoin de lestage qui va s'opérer qu'en périphérie de votre générateur. Donc, on va se retrouver avec des quantités de lestage de 15, 20 ou 30 kg à certains endroits de votre générateur. Donc, beaucoup moins de manutention sur les toitures. On gère également, donc, voilà, merci Romain. On gère également donc, la possibilité de poser des modules en 60 cellules et en 72 cellules. Donc, sur l'orientation sud, on va jusqu'à 2080 au niveau de la longueur. Et sur l'orientation est-ouest, on va jusqu'à 2180 au niveau de la longueur de module. Et ça tend, toujours pareil, on plie un petit peu à l'évolution des modules. Donc, plus les modules évoluent en dimension, plus on fait évoluer notre produit également avec. Garantie du produit, dans la mesure où on est sur des matériaux tels que l'aluminium, du scolfer en polypropylène et de l'acier manié lisse, ça nous permet de vous apporter une garantie de 20 ans sur nos produits. Et la possibilité de l'avoir également en full black. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je vais
continuer. Je vais vous montrer une autre vidéo. Je vais vous montrer une autre vidéo sur... parce que ça peut être intéressant. C'est intéressant, pardon. Tac. Tac. Sur tous les tests que nous effectuons. Tout à l'heure, je vous ai parlé du budget que nous allouons aux essais, aux tests et au développement. Là, donc, c'est une vidéo de présentation qui dure 2 minutes 30 où on va voir qu'est-ce qui est mis en œuvre pour pouvoir créer ces produits et commencer à les commercialiser et à les installer. Donc, j'ai coupé le son parce que vous doutez très bien qu'il parle en hollandais. Ça, ce sont mes collègues là-bas basés aux Pays-Bas, Jeroen, qui s'occupent de tout ce qui est recherche-développement. Voilà, afin d'éviter ce genre de problématique-là. Donc nous avons réalisé plusieurs essais. Le premier en soufflerie, où on a réalisé 5 étapes. Donc la première, c'est simulation en informatique pour pouvoir étudier le comportement du vent sur notre générateur et pour ainsi comprendre l'intérêt qu'il peut y avoir du windbreaker ou non. Idem pour l'inclinaison du module. Voilà, là on va voir normalement avec déflecteur et sans déflecteur ici, on peut voir l'incidence du vent. On a également mis des capteurs sur notre générateur, on l'a mis en soufflerie, on a réalisé donc une maquette d'un bâtiment pour pouvoir simuler le comportement du vent sur cet immeuble. On s'est rendu compte que jusqu'à j'avance un peu parce que n'était pas... on s'est rendu compte que jusqu'à 10 mètres d'élévation au niveau des bâtiments, le comportement du vent en périphérie était parfaitement calculable. Au-delà de 10 mètres, 12 mètres et plus, le vent en périphérie a un comportement qui est très difficilement calculable. De ce fait, c'est la raison pour laquelle nous, le logiciel que nous avons en ligne est bridé jusqu'à 12 mètres. Parce que jusqu'à 12 mètres, on laisse la possibilité à KDI, au bureau d'études de KDI et au bureau d'études de nos partenaires EPC, de pouvoir faire eux-mêmes leurs calculs, leur design. Il n'y a aucun souci. Au-delà de 12 mètres, c'est notre bureau d'études aux Pays-Bas qui, lui, va valider tout ça. On a un logiciel qui a été... validé par le laboratoire PUTS, qui est le laboratoire qui teste tous les éléments des pièces aérodynamiques de chez Airbus et qui justement permet de déterminer cette zone périphérique autour du bâtiment, là où, à l'intérieur de laquelle on ne peut absolument pas poser de module. Ce n'est pas propre que à SDEC, mais à toutes les solutions lestées en toiture. Ce qui est compliqué aujourd'hui en Europe, c'est qu'il n'y a aucune norme sur les solutions qui sont lestées sur les toitures terrasses. Lorsqu'on veut réaliser des tests et des essais, ne serait-ce qu'en France, on va se baser sur les protocoles de tests et essais des menuiseries en façade. Or, le comportement du vent en façade se rapproche du comportement du vent en toiture, mais il y a quand même quelques différences qui sont notables. Et c'est la raison pour laquelle nous avons effectué toutes ces batteries de tests et essais qui aujourd'hui vont faire norme en Europe puisqu'on a contacté nos confrères fabricants européens pour justement se réunir et trouver ensemble de quoi créer des normes et des standards de test pour l'avenir. Donc le premier essai dynamique, deuxième essai en soufflerie. Là, on fait un essai de comportement du générateur. Donc là, on est à notre siège à Deventer. On a une partie qui est allouée justement à tous ces essais de couplage où en fait, on a installé un générateur dans le hangar, on prend un palan et on vient étudier le comportement de tout le générateur si toutefois il venait à y avoir une faiblesse à cet endroit-là. Et ce facteur de couplage est intégré directement dans notre logiciel. Et c'est ce qui va permettre justement de pouvoir savoir à quel endroit du générateur on a besoin d'apporter du lestage et quelle quantité aussi. La troisième étape,
Donc voilà, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, les essais de tenue au vent sur la modélisation d'un bâtiment en fonction de l'élévation et du comportement du vent. On se rend compte que paradoxalement, on a tendance à croire que lorsqu'on a un acrotère, plus il est haut, plus on est protégé au niveau du vent. En fait, plus l'acrotère est haut, plus on va apporter une incidence au milieu du générateur. Donc, c'est tous ces éléments-là, lorsque vous avez des projets, KDI ou moi-même, allons vous envoyer donc, une checklist à remplir. Toutes les informations que l'on vous demande dans cette checklist ne sont pas faites pour vous ennuyer, loin de là, elles sont vraiment faites pour vous apporter une étude la plus juste possible par rapport à votre projet. La quatrième étape, direction des vents dominants. Alors, là, ouais, il ne le montre pas. La quatrième étape, en fait, vous savez que toutes les régions ont un vent dominant. Moi, j'habite la vallée du Rhône. Le vent dominant chez moi, c'est le Mistral, c'est le vent du Nord. Si on habite dans la région toulousaine, ça va être la tramontane. Si on habite dans la région nantaise, ça va être le vent, les tempêtes océaniques. Donc, le vent dominant ne vient pas toujours du même endroit. Par contre, lui, le soleil, le plus souvent, il se lève à l'est, enfin, le plus souvent, tout le temps, il se lève à l'est, passe par le sud et se couche à l'ouest. Donc, notre générateur va avoir une orientation alors que lui, le vent peut graviter tout autour. On a effectué un essai qui nous a demandé beaucoup de semaines, voire même de mois de tests où on a étudié en fait sur une table ronde, on a positionné notre générateur et on lui a fait faire une rotation à 360 degrés en le soumettant à des vents différents à chaque fois de 15 degrés. Donc c'est l'un des tests qui a été le plus long et le plus onéreux, mais qui aujourd'hui nous permet de dire, peu importe d'où vient le vent, on sait le comportement de notre générateur s'il est installé tous les 15 degrés, on sait comment est-ce qu'il va se comporter. Donc, votre générateur, si vous le mettez avec un vent dominant plein nord, il va avoir besoin de tel lestage. Si vous pivotez légèrement votre générateur de 35 degrés, on va pouvoir déterminer également la quantité de lestage dont il va avoir besoin. Et pour finir, le dernier essai, bien évidemment, c'est le coefficient de friction du matériau sur lequel il va être employé. Donc, on fait ces relevés en différents points sur le bâtiment, à sec et en environnement humide, pour pouvoir déterminer la friction, l'adhérence de la membrane d'étanchéité. Là, alors, juste avant, pardon, je reviens. Ça, c'est notre calculateur en ligne qui permet justement de pouvoir dimensionner le générateur et pouvoir déterminer la quantité de lestage dont vous allez avoir besoin. Ce logiciel va évoluer et à partir du 16 décembre, on va avoir une nouvelle version de logiciel donc, qui sera beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fluide et où en fait sur une seule et même interface, vous allez avoir la possibilité de pouvoir faire votre dimensionnement et avoir directement le quantitatif du matériel et le lestage correspondant. Voilà, pour ma part, j'ai fait maximum de présentations. Est-ce qu'on a encore un peu de temps? Je sais pas. Est-ce que vous avez des questions ou à écrire ou à l'oral? Je pense que je ne sais pas si je peux ouvrir tous les micros. Je pense même que vous avez la possibilité de lever la main. Alors, est-ce que j'ai une question? J'ai deux questions. Alors, la première, la deuxième, pardon, je vais commencer par la deuxième qui est plus rapide. Pourquoi un avis ETN et pas un ATEC pour la France? La problématique de l'ATEC, c'est qu'aujourd'hui, Pierrick, merci Pierrick. La problématique de l'ATEC, c'est que
il faut informer le CSTB. On n'est pas solidarisé avec le bâtiment. On vient se poser sur le bâtiment. Donc, on ne rentre pas dans le cadre d'un DTU bien particulier. Donc, il y a tout à créer. Alors, à l'heure actuelle, on préfère s'orienter sur une enquête technique nouvelle qui, elle, va permettre de faire loi. Et je pense que dans les années à venir, SDEC et les autres fabricants, parce que nous ne sommes pas les seuls, allons pouvoir rencontrer donc, le CSTB et leur proposer justement un standard à inclure pour pouvoir prétendre à une ATEC. Donc c'est quelque chose qui arrivera, mais pas immédiatement. J'avais une autre question, donc j'espère avoir répondu à votre question, Christophe. Romain me demande si ce système est classé Beyrouth T3. Alors, on n'a pas encore effectué les essais. Ma réponse est non. Nous n'avons pas encore, à l'heure actuelle, réalisé les essais pour le Beyrouth T3. Je sais que nous avons de plus en plus de demandes. Donc, je suis en train de me rapprocher de mes collègues fabricants de membranes et d'isolants pour pouvoir réaliser ces essais-là. Par contre, de par mon expérience précédente, lorsque je travaillais chez un confrère en Allemagne, on s'est rendu compte que pour réaliser ce Beyrouth T3, il fallait faire évoluer la norme. On est dans un paradoxe où on nous demande d'un côté, nous, fabricants de modules, d'apporter des solutions avec une forte ventilation pour que le module soit le plus frais possible, entre guillemets, pour qu'il puisse produire au maximum. Et de l'autre côté, on nous demande que lorsqu'il y a un incendie, bien que cette ventilation n'opère plus, parce que l'incendie, il ne faut pas qu'il se propage. Donc, j'ai envie de dire, si on a un bâtiment classé FCP en Beyrouth T3, à ce moment-là, on ne peut pas venir mettre de photovoltaïque qui aura la capacité de pouvoir produire à la hauteur de ses espérances. En gros, si c'est Beyrouth T3, il ne faut pas mettre de photovoltaïque, ou alors il faut mettre les membranes collées ou les modules posés à plat qui vont s'échauffer, mais où là, il n'y aura pas de ventilation, donc le feu ne pourra pas se propager. Ou alors, il ne faut pas mettre ça sur des Beyrouth T3. Donc, on va passer les essais Beyrouth T3. On va faire le nécessaire pour apporter les solutions Beyrouth T3, quand même. J'ai une autre question. Pour les bâtiments couverts en TAN, bien souvent, les archis prennent 20 ou 25 kg au mètre carré de surcharge pour y prévoir le photovoltaïque. Avec votre système lesté, quel ordre de grandeur considérer? Est-ce que ça vaut le coup par rapport au système à souder? Nous, aujourd'hui, alors, 20, très bonne question, Romain. Aujourd'hui, c'est vrai que la limite est entre 20 et 25 kg par mètre carré. Nous, aujourd'hui, on a la possibilité, grâce à notre système orienté sud ou orienté est-ouest, on peut descendre bien en dessous de ces 20-25 kg au mètre carré. Donc oui, il n'y a aucun souci, il faut faire l'étude. J'en ai fait une hier où on avait 1,4 mégas à installer sur un bâtiment donc, qui a été PV ready, où justement c'était prévu de mettre de la membrane thermosoudée, et puis ils ont changé la membrane au dernier moment. Voilà. Le commercial a dû faire le boulot, du bon boulot pour prescrire sa membrane plutôt qu'une autre. Et donc aujourd'hui, là, la possibilité justement de poser notre système. On peut atteindre des charges inférieures à cela, oui. De longueur, largeur. Alors, j'ai une autre question. Si vous faites un ATEC, essayez de le faire avec une plage de longueur, largeur contrainte pour les panneaux et non pas une liste qui, comme l'ATEC, prend une... Exactement. Alors ça, c'est une très bonne remarque. Aujourd'hui, entre le moment où on dépose une demande de certification dans le but d'obtenir une ATEC et le moment où on l'obtient, bien souvent, les panneaux ont évolué plus rapidement que le processus de test et d'essai et de validation d'essais mécaniques. Ce n'est pas de la faute du CSTB. Il y a des tests qui demandent, nous, là, notamment pour nos essais de vieillissement accéléré, on a passé plus de 1000 heures en chambre
pour tester, pour monter en température à 80 degrés, tester les membranes, le comportement des membranes avec notre système et pour pouvoir valider justement cette ETL. Donc forcément, pendant ces 1000 heures, eh bien, les fabricants de modules ne se sont pas roulés les pouces et ont fait évoluer leur module. Aujourd'hui, justement, cette restriction-là tend à s'assouplir et il semblerait que depuis déjà quelques mois, les nouveaux procédés d'ATEC bénéficient d'un peu plus de souplesse au niveau de l'acceptation des évolutions de plage de puissance de modules. Donc, ce sera fait. Lorsque nous en serons à l'ATEC, nous aurons la possibilité de mettre une plage de puissance plus importante. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'espère avoir répondu à vos questions, Christophe, Romain. Merci. Donc voilà. Romain aussi. Ben, hop. Donc j'espère que la présentation a été intéressante pour vous. Et j'ai pas... Non. Est-ce que tout est... Donc aujourd'hui, si au niveau des références, alors j'ai eu un problème avec mon informatique, je pensais avoir les références juste derrière, donc je vais juste vous informer comme ça. Nous avons fait notre première installation, alors je vous ai dit qu'on avait ouvert SDEC en France en 2018. Or, nos premières installations sur les toitures plates en France datent de 2015. Elles ont été effectuées sur le IKEA de Avignon. Donc, je ne sais pas si les gens connaissent la région de la vallée du Rhône. Et il est tout au bord de l'autoroute avec aucun obstacle autour. Et il y a un peu plus de 400 kilos qui ont été installés là-bas. Et à l'heure actuelle, on en est à quasiment une dizaine de mégas installés. Alors, il n'y a pas que les IKEA maintenant qui ont été installés avec le Flat Fix Fusion, mais d'autres installations. Je crois qu'en IKEA, on a une dizaine d'IKEA équipés. On a le Toulon, Marseille, Montpellier, Rennes, Rouen. Pas mal d'IKEA en France qui ont été équipés avec cette solution-là. Donc, voilà pour les références. Malheureusement, je ne peux pas vous les montrer puisque le fichier, il y a eu un petit couac. Si vous avez des questions, des projets ou quoi que ce soit, je vous invite donc à vous rapprocher directement de notre partenaire KDI qui saura collecter les informations et vous répondre. Si vous avez besoin de renseignements plus techniques, n'hésitez pas à en référer à KDI. À ce moment-là, on peut faire... moi, je pourrais reprendre contact avec vous et rentrer plus dans le détail au niveau des produits. On me demande la résistance aux effets de l'ammoniac, vapeur d'ammoniac et certains types de sites. Oui, exactement. Très bonne question. C'est l'avantage du Magnélis, c'est justement dans le principe, alors attention, je mets ça entre guillemets, on peut comparer le Magnélis aux effets de l'inox A4, tout en conservant les caractéristiques mécaniques de l'inox classique. C'est-à-dire qu'il a un pouvoir autocicatrisant, de même que l'inox A4. Attention, je ne dis pas que c'est de l'inox A4, je dis qu'on a le même processus d'autocicatrisation d'autoréparation que l'inox A4. Donc, bien sûr, on peut venir faire ces installations dans des environnements agressifs tels que l'ammoniac ou des forts taux de salinité. Est-ce que le français sera intégré dans le nouveau logiciel? Oui. Enfin, on va avoir notre version en français avec la carte de la France et les charges de vent en France. Nous n'aurons plus besoin d'aller les chercher sur un site à côté. Pour la sortie de ce nouveau logiciel, donc on avait, peut-être vous avez reçu l'information, il devait sortir le 1er décembre et en fait on a apporté de nouvelles modifications. Il fonctionnait très bien, mais il y a eu des nouveautés à intégrer très rapidement, donc on a préféré reporter cette sortie au 16 décembre. Donc je vais, moi,
en ce moment, à compter de la semaine prochaine, je vais apporter les formations à KDI pour qu'ils puissent utiliser ce nouveau logiciel. Et à partir de début décembre, je vais, avec KDI, nous allons organiser donc des webinaires pour ceux qui souhaiteraient être autonomes et indépendants sur l'utilisation de ce nouveau logiciel. Donc, rapprochez-vous pareil de KDI pour qu'on puisse voir ensemble, planifier des dates pour que je puisse vous expliquer comment fonctionnera ce nouveau logiciel. Une question, est-ce que l'Afrique sera intégrée? Alors, dans le logiciel non, pas directement. Aujourd'hui, on en est plus d'une quinzaine de pays. La possibilité que nous allons avoir, c'est de pouvoir intégrer les données, les relevés que vous pourrez nous fournir. Aujourd'hui, pour avoir travaillé, bon, c'était l'Afrique du Nord, mais ça fait partie de l'Afrique quand même, c'est très compliqué d'obtenir des charges de vent, les relevés météorologiques de certains pays. Et quelquefois, on n'a pas toujours les mêmes. On me donne des données d'un pays et puis quelques semaines après, je reçois des données du même pays, mais qui ne sont pas les mêmes informations. Donc, c'est compliqué de savoir sur quel pied danser. C'est la raison pour laquelle le logiciel restera ouvert et vous aurez la possibilité d'y intégrer, vous, les informations de vent que vous souhaitez.